Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, je te propose de voir comment tu peux calibrer ton écran mieux que jamais. Alors en effet, aujourd'hui, on va parler d'étalonnage, comment calibrer son écran. Si tu es un habitué de cette chaîne, tu sais à quel point c'est un sujet qui me tient fortement à cœur. J'en ai déjà parlé dans le passé et j'ai même approfondi les choses dans les deux formations que j'ai publiées, à savoir bien la maîtrise de l'impression et le guide pratique de Photoshop pour les photographes. À travers différents chapitres, on a vu les différents outils à notre disposition, les colorimètres, les spectrophotomètres, comment les utiliser afin de s'assurer de la justesse des couleurs, de la luminosité et du contraste de nos écrans. Si ces deux formations t'intéressent, je t'invite à cliquer sur les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Alors pourquoi je te parlais d'étalonnage aujourd'hui? Eh bien, figure-toi que depuis quelques années, on a un petit souci. Quand je dis on, je parle des utilisateurs d'écrans produits par Apple. Et oui, parce que Apple, ils ont produit des écrans que eux appellent Liquid Retina Display. C'est des écrans qui utilisent la technologie mini LED et ça leur permet d'avoir des écrans qui ont un niveau de contraste extrêmement élevé, un niveau de luminosité extrêmement élevé, ce qui rend ces écrans absolument magnifiques, surtout pour voir la vidéo, mais également pour regarder ses photos. C'est absolument pratique. Il faut faire attention quand on fait de l'impression, mais en ce qui concerne visualiser les choses, c'est absolument magnifique. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que cette technologie mini LED a empêché, en fin de compte, toutes les sondes que l'on pouvait trouver sur le marché de pouvoir calibrer l'écran correctement. Alors je sais, il y a eu différentes vidéos qui ont été postées par des confrères, des articles blog ont été postés, t'indiquant comment calibrer ces écrans, etc. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que si on considère le calibrage comme étant simplement la justesse des couleurs, la justesse de la luminosité et la justesse du contraste, certes on pouvait le faire, mais il y avait un prix à tout ça, c'était le gamut du profil utilisé. Et comme on va le voir, eh bien le gamut du profil généré par cet étalonnage était extrêmement réduit. Ce qui est tellement réduit que je ne pouvais pas recommander une telle approche parce que quand on investit dans des écrans tels que celui du MacBook Pro, ça c'est un MacBook Pro M2, mais il y a aussi le MacBook Pro M1, il y a aussi l'écran XDR de chez Apple. Quand on investit dans des écrans comme ça, eh bien on n'a pas envie de se retrouver à avoir une plage de couleurs limitée, extrêmement petite par rapport à la capacité technique de ces instruments. Alors, si tu n'es pas un utilisateur Apple, je t'invite quand même à rester et à suivre le reste de la vidéo. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir voir les nouvelles sondes qui sont sorties et tout le procédé pour étalonner parce que c'est le même. Il y a juste une petite, il y a juste une base à savoir en ce qui concerne les produits Apple, mais tout le reste, tout le procédé reste pareil pour tout le monde. Voilà. Alors, avant de plonger dedans et de voir comment on va calibrer tout ça, je veux simplement te prouver, t'illustrer le problème si tu essayes de calibrer un écran d'un MacBook Pro, soit M1, soit M2, avec une sonde que tu pouvais trouver sur le marché, telle que la Color Checker de chez Calibrite, le Display Pro ou le Display Plus. Là, tu as une image, une photo ici te montrant une paire de baskets et tu vois peut-être le nom de l'image qui s'appelle Shoes, qui est les chaussures en anglais, mais regarde après, il y a sRGB. Pourquoi elle s'appelle sRGB? Parce que, en fin de compte, les couleurs utilisées dans cette photo sont contenues dans l'espace colorimétrique sRGB. Si tu veux en savoir plus sur ce qu'est l'espace colorimétrique, etc., j'ai fait une vidéo introduction sur le sujet, je te mets le lien, il est juste là. Je t'invite à aller visionner ça avant de continuer, en fin de compte, cette vidéo. Je sais, c'est risqué, tu risques de ne pas revenir, mais non, j'ai quand même confiance. Donc, il faut connaître un petit peu les bases. Donc, cette image-là, toutes les couleurs de cette image sont restreintes, sont contenues dans l'espace colorimétrique sRGB. Ensuite, on a exactement la même image qui est au-dessus, seulement, eh bien, les couleurs qui sont dans cette image vont au-delà de l'espace colorimétrique sRGB et elles sont contenues quand même dans un espace colorimétrique qui est le Adobe RGB. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde cette photo, si je passe de la sRGB à la Adobe RGB, tu ne vois aucune différence.
Maintenant, je vais te montrer pourquoi tu vois aucune différence. Si on appelle l'utilitaire ColorSync, c'est un petit utilitaire qu'on a sur les ordinateurs Mac qui nous permettent justement de gérer tous les profils qu'on pourrait avoir, aussi bien pour l'écran que pour l'impression, etc. Et puis d'avoir une représentation graphique de la taille de certains profils. Si on va dans périphérique et qu'on sélectionne le LCD couleur, c'est-à-dire l'écran, le moniteur, tu vas voir que le profil actuel utilisé, c'est le profil que j'ai fait avec la Color Checker Display Pro, que j'ai ici. Ensuite, si on va dans Profil, là on se retrouve à avoir la liste de tous les profils que l'on a sur la machine. Ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir cette fenêtre pour qu'on la voie un petit peu mieux. Voilà. Et là, ce que je te propose, c'est de sélectionner Display P3. Pourquoi? Parce que les écrans produits par Apple ont un espace colorimétrique très proche du P3. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce P3, je vais même le conserver, ça va m'aider à comparer, et je vais ensuite sélectionner le profil que j'avais généré avec la sonde. On le trouve ici, c'est bien le CC Display Pro. Regarde la différence, mon profil est en couleur, l'espace colorimétrique correspondant au P3, c'est tout ce qui est grisé. Et tu t'aperçois à quel point le profil que j'avais généré avec la sonde sur cet écran-là est nettement inférieur à l'espace colorimétrique P3, dont normalement cet écran-là devrait être extrêmement proche. Alors on n'a pas les valeurs exactes chez Apple, mais ça va être en gros dans les 90, entre 90 et 99% du P3. Donc ça veut dire que si tu fais l'étalonnage et que tu utilises un profil comme ça, eh bien tu vas te restreindre. Et ce qui fait que les couleurs, quand tu es censé en voir davantage dans Adobe RVB, eh bien tu ne les vois pas parce que tu es limité au sRVB. Je dis sRVB parce que si, encore une fois ici, au lieu du P3, on prend le sRVB, ou bien même, on va pas prendre le sRVB, on va prendre l'Adobe RVB, conserver, je reprends ici, tu t'aperçois à quel point il est nettement petit. Donc, toutes les couleurs qui seraient dans le Adobe RVB, eh bien, on ne peut pas les voir parce que tu es restreint dans ce profil-là. Voilà, je passais un peu de temps là-dessus parce que je voulais vraiment que tu comprennes la problématique. Alors, pourquoi je vais t'en parler de ça aujourd'hui? Parce que il y a une marque qui a enfin sorti une sonde qui va te permettre de calibrer ces écrans-là. Mais avant que j'aille un peu plus loin, il faut que je sois entièrement honnête avec toi. Il y a à peu près 15 ans de ça, oui, ça fait à peu près 15 ans de ça, que j'utilise la même marque pour les produits qui me permettent de calibrer, de faire la gestion des couleurs. Voilà. Parlant simplement, c'est-à-dire toutes les sondes que je pourrais utiliser pour aussi bien calibrer mes écrans que créer les profils pour mes papiers et pour l'imprimante que j'utilise. Cette marque, c'est X-Rite. Il y a d'autres marques sur le marché, mais X-Rite, c'est celle que j'ai décidé d'utiliser depuis 15 ans. Pourquoi? Parce que c'était celle dont les produits étaient les plus performants, m'offrant la plus grande justesse au niveau des profils que je pouvais avoir et une certaine stabilité dans l'utilisation de ces produits et de leurs programmes. Alors, il s'avérait qu'il y a quelques années de ça, juste avant le Covid, en fait, X-Rite ont pris la décision de ne plus gérer les produits à destination des pro-consommateurs. Pro-consommateurs, c'est qui? C'est les photographes, les vidéastes et puis les designers, tous ceux qui ont ces besoins-là. Et ils se focalisent plus du coup sur les grandes entreprises, les grandes sociétés de presse, etc. Et donc, les partenaires d'X-Rite se sont regroupés et ont créé une organisation qui s'appelle Calibrite et qui ont pris en main, en fin de compte, tous les produits à destination des photographes, vidéastes, designers et autres. Et non seulement sont chargés de la distribution, mais sont chargés également du développement, de la création de ces produits-là, etc. Et donc, quand Calibrite sont officiellement sortis, eh bien, ils m'ont contacté en 2021 et m'ont demandé si j'étais intéressé pour devenir un ambassadeur de leur marque. Donc tu peux imaginer à quel point j'étais fier de pouvoir représenter cette marque que j'ai utilisée depuis 15 ans. Je ne suis pas payé par cette marque, qu'il soit très clair, je ne suis pas payé. C'est simplement que comme j'utilise leurs outils, que je crois vraiment en ce qu'ils font, eh bien je suis la parfaite personne justement pour le job entre guillemets. Voilà. Mais je ne suis pas rémunéré. Donc voilà, je voulais qu'on soit complètement transparent à ce niveau-là. Ensuite,
Je t'ai parlé de la Color Checker, d'ailleurs c'était sorti par Calibrite. On l'a retrouvé au départ sous l'appellation de X-Rite. Après quand Calibrite est sorti, ils ont sorti celle-ci. Donc ça c'était ce qui existait. Et on le trouvait dans cette boîte-là. On avait la Plus et on avait la Pro. Et ce qui vient de sortir, eh bien c'est cette petite boîte-là. C'est la Display Plus HL et il y a la Display Pro HL et la Display SL. Ça fait 3 sondes au total qui viennent juste de sortir. Pour faire simple, je vais te dire que si tu es dans la même situation que moi, c'est-à-dire avoir des écrans proposés par Apple qui utilisent donc le Liquid Retina Display, à ce moment-là, il va falloir choisir soit la sonde Display Plus HL ou Display Pro HL. C'est pas facile de dire ces mots-là en français. Voilà. Pour t'aider, il y a un tableau comparatif de ces 3 sondes-là. Je te la montre ici. Je te mets le lien également dans la description de cette vidéo. Je t'invite à y aller. En gros, tu vas voir que tu ne peux pas en fait calibrer des écrans avec la technologie mini LED quand tu as le display SL. Tu peux le faire avec les deux autres. La différence entre le Plus et le Pro principalement, ça va être sur le niveau de luminosité que tu peux calibrer. Il existe des écrans qui permettent de faire du HDR par exemple. Les écrans Apple ne sont pas tout à fait ça encore, hein. Mais il y a des écrans qui permettent de monter jusqu'à 10 000 candela, ce qui est assez énorme quand tu penses qu'on va calibrer nos écrans à 100 candela. Donc 10 000 candela, tu peux imaginer le niveau. Par exemple, c'est les gros écrans que tu peux avoir de publicité et autres. Ces écrans-là ont besoin d'être calibrés. Et bien à ce moment-là, tu vas devoir utiliser la Display Plus HL. Tu as aussi une autre limitation. Alors, ça, c'était les 10 000 candela. Mais tu as l'autre, c'est si tu fais de la vidéo et que tu as besoin d'avoir le profil BT1886, tu ne peux pas l'avoir avec le Pro, il faut que tu choisisses le Plus. Voilà, ça c'est si tu as besoin de faire du HDR en vidéo. Donc, il s'avérait que moi, celle que j'ai, c'est la Plus. Alors, quelques bonnes nouvelles déjà concernant cette sonde, parce que quand on la regarde d'aspect extérieur, tu t'aperçois qu'elle a le même facteur de taille que la précédente, la Color Checker Display Pro. Exactement le même facteur de taille, la couleur a changé et ce qui est écrit dessus a changé. Mais c'est le même principe, un câble avec un contrepoids. Ce qui a changé, c'est qu'avant on avait du USB-A comme type de... je m'en mêle avec le micro. Maintenant, on a du type USB-C, donc c'est pratique. Ça tombe bien parce que chez Apple, eh bien, on n'a plus les USB-A, on a les USB-C, donc c'est pratique pour pouvoir les brancher. Mais si tu peux quand même avoir cette sonde-là, même si tu n'es pas un utilisateur d'écran Apple, hein, je le redis, et si tu n'as pas de prise USB-C sur ta machine, t'en fais pas parce qu'il te donne également un adaptateur avec l'USB de type A. Voilà. Donc, ça, c'est pour la sonde. La sonde vient avec une petite poche. La boîte, comme j'ai dit, elle est plus petite que la boîte précédente. Et en plus de ça, elle est entièrement recyclable. C'est que du carton et du papier. Voilà, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je te propose de voir comment on va calibrer notre écran. Cette partie-là, elle va être dédiée vraiment, la première partie va être dédiée au Mac. Si tu veux zapper ça parce que tu n'es pas un utilisateur de Mac, eh bien, je t'ai mis les chapitres, il te suffit de passer au chapitre suivant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, il faut savoir qu'avec les écrans mini LED, eh bien, Apple a sorti un nouveau moyen de gérer, en fin de compte, les profils. Avant, il suffisait d'aller dans le système des préférences, d'aller dans la partie écran, moniteur, et puis on pouvait sélectionner facilement le profil que l'on souhaitait utiliser. Maintenant, ça ne fonctionne plus de cette façon-là, et je dirais même que ce qu'a fait Apple avec la gestion des profils sur leurs ordinateurs, j'aimerais la voir sur tous les ordinateurs, même ceux qui ne sont pas Apple, parce que je trouve que c'est même encore plus intéressant pour les ordinateurs portables.
Pourquoi? Parce que ça va nous permettre justement d'avoir différents profils. Et ces profils-là, je ne parle pas des profils ICC, je parle en fin de compte de paramètres prédéfinis où on va pouvoir définir le niveau de luminosité en fin de compte de notre écran et ça va nous le bloquer. Et en fonction de ce que l'on va faire sur notre ordinateur, sur cet écran, eh bien on va pouvoir changer en fin de compte de paramètres prédéfinis et tous les réglages vont être mis et vont être justes. Et ça, c'est absolument fabuleux. Alors, je vais te montrer justement de quoi il s'agit. Ça va être les modes de référence, mais avant ça, il faut absolument aller dans l'utilitaire de ColorSync. On va aller dans le périphérique ici, on va choisir le moniteur. Et ici, dans le profil actuel, au lieu d'utiliser le profil que j'avais généré avec la Color Checker Display Pro, eh bien là, on va choisir les réglages de base par défaut. Là, il me demande mon mot de passe, donc je vais rentrer le mot de passe, voilà. Et là, tu t'aperçois qu'on a bien le profil qui avait été créé par Apple. Ça, c'est très, très important. Maintenant qu'on a fait ça, on va lancer les systèmes préférences, les réglages système, et on va aller dans les écrans, dans le moniteur, voilà ici. Alors, ce qu'il y a de nouveau, ça se trouve ici. Pré-réglage, et là tu aperçois qu'on a marqué photographie P3. Par défaut, normalement, tu vas te retrouver sur Apple XDR Display ou Apple Display. Et quand tu as ça, tu aperçois, je viens de le changer, tu aperçois que c'est plus lumineux maintenant. Eh bien, je peux utiliser les touches sur le clavier pour augmenter la luminosité de mon écran. À savoir que quand on est sur ce mode-là, je peux monter jusqu'à 1600 nits. Donc c'est assez lumineux, voilà. Même trop lumineux pour éditer les photos. Voilà. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va, en fin de compte, aller ici, on va faire personnaliser les pré-réglages. Quand on fait ça, tu t'aperçois que de base, on a plusieurs modes de référence qui ont été fournis par Apple. On a du HDR, on a du PAL-SECAM, on a différents niveaux. Tu vois qu'on a le profil colorimétrique, un espace colorimétrique P3 DCI, on a P3 en D65, en D50, D65, D50, ça c'est la référence au point blanc, le niveau Kelvin du point blanc. Est-ce qu'on le veut en 6500 Kelvin ou est-ce qu'on le veut en 5000 Kelvin? Voilà à quoi ça correspond. Et puis, il nous offre aussi un mode photographie en P3 D65. Alors, si tu te demandes pourquoi P3 et pas Adobe RGB, parce qu'à chaque fois dans Lightroom, par exemple, on est en Adobe RGB ou voire même en Pro Photo RGB, eh bien, c'est que Apple, depuis un bon nombre d'années, ont décidé de ne pas avoir leurs écrans qui soient référencés par rapport à Adobe RGB, mais plutôt par rapport à P3, qui, en fin de compte, au départ, est plus un espace colorimétrique à destiné à la vidéo plutôt qu'à la photo. Mais comme le P3 est quand même assez large, même plus large que l'Adobe RGB dans certaines couleurs, eh bien, ça fonctionne très bien. Et de toute façon, je crois que ça va devenir le standard. Donc, le principe ici, c'est qu'on pourrait très bien prendre photographie P3. Si on sélectionne photographie P3, tu remarqueras que si tu appuies sur... Alors là, il ne me l'a pas pris, donc on va faire la photographie P3, voilà, en D65. Donc c'est beaucoup moins lumineux maintenant. Tu remarqueras que maintenant, je ne peux pas augmenter la luminosité de mon écran. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que j'aime beaucoup ce qu'a fait Apple à ce niveau-là. Parce que effectivement, quand je regarde des vidéos, par exemple, je suis allongé sur mon lit, ou mon canapé, ou en voyage, je veux avoir beaucoup de luminosité sur mon écran pour vraiment apprécier la qualité de la vidéo. Mais quand je veux travailler sur mes photos, eh bien, je ne veux pas avoir ce niveau de luminosité. Et avant, eh bien, c'était un petit peu à la devinette, à essayer de réduire la luminosité, mais tu n'avais pas de valeur, contrairement aux valeurs qui peuvent t'indiquer sur un écran où tu as des valeurs, tu sais, qui peuvent monter jusqu'à 100 par exemple. Eh bien, sur les écrans, sur les ordinateurs portables, on n'avait pas ces valeurs-là. Et donc, c'était un petit peu au pifomètre. Donc, je suis content qu'ils nous ont fait ces pré-réglages-là où maintenant, eh bien, non, je ne peux pas changer. Et si j'ai envie de changer, eh bien, il faut que je fasse ici un changement de pré-réglage. Et à ce moment-là, maintenant, je vais pouvoir adapter. Donc, je reviens dans la page personnaliser les pré-réglages. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va partir sur la base de la photographie P3, P65, parce qu'il est bien, mais on va en faire une copie. Donc, je vais cliquer sur le plus et on va se le renommer. Hein. On va se le renommer, on ne va pas l'appeler copie, on va l'appeler photographie, ça ira très bien. Mais là, ce qu'on va vouloir, eh bien, on va vouloir avoir un écran qui va être avec 100 candela. C'est ce que je préconise. Il faut que tu aies une luminosité entre 80 et 120 en fonction des environnements dans lesquels tu travailles. Et moi, je choisis 100 candela.
Voilà, ça m'assure que quand je vais travailler dessus sur mes photos, eh bien, je vais vraiment avoir une bonne luminosité, et ce qui fait que mes réglages, mes développements vont être justes. Donc, je vais choisir une luminosité à 100 et ça suffira de s'arrêter là. Je vais laisser le gamut de couleurs à P3, mais tu vois que tu pourrais changer en fin de compte, hein, si tu faisais de la vidéo. Ici, tu pourrais changer, tu pourrais même personnaliser si tu voulais une valeur différente de D65, mais D65, c'est celui dont on a besoin. La fonction de transfert SDR, en fin de compte, c'est ce que l'on appelle le gamma, le contraste. Là, on va rester sur 2.2. On ne va pas changer quoi que ce soit ici, le renforcement de gamma, on ne change pas. On ne va pas non plus activer le HDR, hein, on ne fait pas de la vidéo ici, on fait de la photo, donc on n'active pas le HDR. La luminance maximale, alors le SDR, ben, comme j'ai dit, on va prendre 100 candela. Et il est très important pour les écrans d'ordinateur portable de cocher, limiter la luminance à la capacité en plein écran. C'est un verbiage pas terrible du tout. En fin de compte, ça va nous permettre de pouvoir affiner justement le réglage grâce aux outils Apple, juste après. Quand on a un écran SDR, on n'a pas besoin de cocher cette case-là. Donc là, je vais faire enregistrer. Tu vois qu'on a d'un seul coup baissé la luminosité de notre écran. Ensuite, ce que l'on va faire, avant toute chose, c'est qu'on va aller ici et on va faire régler avec précision l'étalonnage. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, ces pré-réglages, là, on a choisi D65. C'est-à-dire que Apple ont créé un système, ils ont mesuré en interne et ils arrivent à produire D65, ou du moins très très proche. Donc on pourrait se contenter de ça, mais comme on a une sonde pour pouvoir s'assurer de la justesse de en l'occurrence ici, du point blanc, eh bien on va pouvoir affiner justement le pré-réglage qu'a fait Apple pour pouvoir s'assurer que ce réglage est bon. Donc là, tu vois, ils nous disent valeur mesurée. Ben, c'est ce qu'on va commencer par faire. Avant même de faire le calibrage, on va en fin de compte mesurer la valeur du point blanc par rapport à ce que nous propose ce pré-réglage. Donc je branche la sonde, là il faut d'abord la brancher, et on va lancer le programme. Le programme en question, c'est le Calibrite Profiler. Je lance. Voilà, ça va prendre quelques secondes, il va analyser, retrouver la sonde qui est branchée sur le système, donc ça prend quelques secondes, et puis on va se retrouver sur la page de garde du programme. À savoir une chose, c'est qu'en fonction de l'outil que tu as, c'est le même logiciel qu'on va utiliser, hein, mais il va détecter automatiquement. Et tu t'aperçois également que cette sonde, non seulement elle va te servir pour étalonner ton écran, mais tu peux aussi étalonner un projecteur. Tu pourrais t'occuper aussi d'un scanner et autre chose. Mais là, en l'occurrence, pour ce modèle-là, tu vois que je ne peux faire qu'un écran et un projecteur. Alors, là, ce que l'on va faire, on va aller dans Utilitaire. Avant même de voir le reste, on va faire Utilities ici. Alors c'est vrai que le logiciel est en anglais ici. Je pourrais faire ça d'ailleurs. Hop, on va le passer en français, ça va être plus simple pour toi. Donc on est dans Utilitaire. Il y a plein de choses que l'on peut faire dans Utilitaire. Tu vois qu'on va pouvoir plus tard, on pourrait s'assurer de l'uniformité de l'écran. C'est-à-dire que quand on va calibrer l'écran, eh bien, on va pouvoir mesurer s'il y a des différences, des nuances de rendu de luminosité, de couleur, dans les coins par exemple de l'écran. Voilà. On va pouvoir également aussi certifier l'écran et puis des bonnes choses aussi au niveau de la gestion du profil, on y reviendra plus tard. Là, la chose qu'on veut faire, c'est contrôle rapide du moniteur. Et quand on fait ça, eh bien on se retrouve sur cette page-là. Là, par défaut, normalement, je crois qu'il va te montrer, il va pas forcément te montrer, il va te montrer diode blanche. Ce qu'il faut que tu choisisses ici, c'est mini LED. Je t'ai dit que l'écran, c'était mini LED. Donc, on ferait mini LED. Tu remarques qu'il a détecté la sonde en question. Tu remarqueras que si on avait la sonde SL, eh bien, on ne pourrait pas justement faire cette fonctionnalité. Elle n'est pas possible avec cette sonde-là. Donc là, on va faire suivant. Là, il nous demande de sortir, de préparer la sonde. Alors la sonde, tu vois qu'on a une protection ici. On va l'ouvrir. C'est exactement comme les autres sondes que l'on avait dans le passé.
Ici, on a du feutre, ici, très doux, qui va nous permettre de boucher et de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de luminosité. Alors, le fuite de luminosité, c'est pas provenant de l'écran, c'est la lumière ambiante que tu aurais dans ton studio, dans ta salle. Là, tu remarques en plus, j'ai ma lumière qui est au-dessus, donc ça pourrait nuire, en fin de compte, à la lecture, à l'analyse de la sonde. Mais là, grâce justement à cette couche de feutre, ça isole correctement la cellule. Donc, on place ça sur le centre, et puis on va faire suivant. Là, tu vois qu'on se retrouve sur un patch blanc, et dans quelques secondes, il va nous mesurer tout ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu t'aperçois que la luminance qu'il a trouvée, eh bien, elle est à 100 candela. Ça veut dire que Apple a fait bien les choses. Quand j'ai dit que je voulais l'écran à 100 candela, Apple m'a fourni 100 candela. Ça peut fluctuer. Généralement, il va me proposer 99 ou voire même 102 candela. D'où l'intérêt, justement, de faire cet affinage que l'on est en train de faire. Alors, là, la luminance à 100 candela, c'est très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la sonde, je vais juste la mettre de côté, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Et je remarque les valeurs X et Y pour notre point blanc. Et tu t'aperçois que là, on a une valeur de 0,313 pour le X. Alors, là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va revenir vers les réglages système. Et là, sur les réglages système, alors ce que je vais faire quand même, c'est que je vais réduire ça. Je suis obligé de l'avoir en grand écran, c'est pas grave. Non. Je vais garder en grand écran. 0,313. Voilà, je peux le faire un copier. Je reviens ici et je vais le coller. Donc, valeur mesurée, point blanc pour le X, 0,313. La valeur Y, 0,329. Et ça, c'est une bonne valeur. La luminance, eh ben, il nous a mesuré 100. Combien la cible? Eh bien, je voulais 100. Le point blanc, la valeur X que l'on veut, il faut la connaître, c'est 0,3127. Et la valeur du point blanc Y, c'est 0,329. C'est pour ça que je te disais que c'est très proche. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser le champ description ici. Pourquoi? Tu vas t'en rendre compte après. Je vais l'appeler cible d'ailleurs. Et puis, je vais mettre la valeur X. Il ne faut surtout pas taper entrée, hein, parce que si tu appuies sur entrée, ça va cliquer OK là. Donc là, je mets ça. Ensuite, je vais mettre Y égale. Parce que se rappeler de ces valeurs-là, c'est jamais facile. Je vais retirer même le point ici. Il ne devrait pas y avoir un point là. Hop. Retirer ce point-là. Maintenant que j'ai fait ça, je vais cliquer sur OK. Normalement, ce qui vient de se passer là, c'est que Apple nous avait trouvé un D65 qui n'était pas si mal que ça. Là, on lui a dit attention, j'ai fait une lecture, ton D65 n'était pas exact. Voici les valeurs que j'ai eues pour X, voilà les valeurs que j'ai eues pour Y. Corrige-les, s'il te plaît. Pour la luminosité, tu avais fait les choses correctement. On a rentré ça. Et tu vois que si je reviens ici et que je fais régler avec précision, donc je relance le chose, tu t'aperçois que le réglage de précision actuel, c'est celui qui a été fait aujourd'hui à cette heure-ci, et j'ai mis donc la cible. Tu comprends maintenant pourquoi je les ai affichés, parce que si tu avais envie de refaire les choses, eh bien au moins, tu n'aurais pas besoin d'aller sur Internet ou sur l'article blog pour retrouver ces valeurs-là, tu les as d'afficher ici. Donc là, je vais faire annuler, maintenant que c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer au calibrage, à l'étalonnage en utilisant justement le programme de Calibrite. Donc, si tu es un Windows, tu peux nous rejoindre dès maintenant. Donc là, je reviens sur le programme et je vais faire reprofiler plus tard, tout simplement parce que je veux revenir à la page d'accueil. Voilà. On est sur la page d'accueil. Qu'est-ce que l'on veut faire? On veut s'occuper de faire le profilage de notre écran de moniteur. Et là, c'est important de choisir le mode avancé. On va choisir le mode avancé, ensuite on va faire suivant. Maintenant qu'on est là, tout comme on a fait tout à l'heure, il faut sélectionner non pas diode blanche que tu risques d'avoir par défaut, mais mini LED. Si tu n'as pas un écran Apple, il y a de grandes chances que le programme va détecter automatiquement la technologie de ton écran. Donc à ce moment-là, eh bien, ça va être autre chose. Ça risque d'être OLED, ça peut être aussi diode blanche en fonction de ce que tu as. C'est important que ça corresponde à ce que tu possèdes. Ensuite, ici, tu as des pré-réglages. Photo, pré-presse, vidéo, etc. Tu peux même créer ton pré-réglage toi-même et on le fera. Donc là, je vais choisir photo et on va faire suivant. Quand on fait suivant, avant de démarrer la mesure, tu remarqueras qu'en haut, on a tout plein de paramètres. Alors, ici, on va cliquer sur le CIE D65. On pourrait le laisser ici par défaut. Le problème, c'est que si on fait ça, et si jamais, quand on va faire l'étalonnage,
et qui va analyser en fin de compte les patchs de couleur, la luminosité, si jamais il détecte que le point blanc n'est pas exactement D65 malgré l'affinage que l'on a fait, eh bien il va le forcer. Donc si tu es sur un ordinateur Windows et que tu n'utilises pas donc un écran produit par Apple, à ce moment-là, utilise D65 ou bien D50 si tu veux être en D50, quelle que soit la valeur que tu veux pour ton point blanc. En ce qui nous intéresse dans le contexte d'un écran fait par Apple, vu que l'on a fait un pré-réglage et qu'on a fait l'affinage de ce pré-réglage-là, on va faire personnaliser et là, on va choisir natif. Ainsi, il ne va pas essayer de corriger en fin de compte ce point blanc dans notre profil. Ça va nous permettre d'avoir le meilleur résultat possible à la fin, tu vas voir. Ensuite, en ce qui concerne la luminance, alors comme je t'ai dit, normalement, je te conseille de mettre 100 et non pas 120. Or, on s'est déjà assuré que la luminosité de notre écran était bonne et elle est bloquée. Tu vois que je ne peux pas la changer. Donc, pareil, ici, on va cliquer sur personnaliser et on va descendre et on va faire natif. Ensuite, on peut regarder, on a au niveau du contraste, on va rester natif. Le gamma, on va le rester à 2.2. Ici, on va désactiver l'ajustement automatique du réglage ambiant. Pourquoi? Parce que honnêtement, c'est un petit gadget, ça sert strictement à rien. Vaut mieux rester toujours dans le même état. Correction des reflets, pareil, désactivé. Je ne souhaite pas le gérer. Adaptation chromatique, on laisse par défaut avec le mode Bradford. La version du profil ICC, on pourrait effectivement aller en version 4, mais en fonction des programmes que tu utilises, il peut y avoir des problèmes d'incompatibilité avec version 4. Si tu choisis version 2, tu n'as pas de différence, tu n'as pas de gain entre version 2 et version 4 de toute façon. Donc tu as tout intérêt à utiliser version 2. Le type de profil, je te conseille d'utiliser un matrice plutôt que table. Ça permet d'avoir les choses les plus fins. Si tu sais réellement ce que tu fais, que tu as des écrans particuliers à ce moment et des logiciels qui vont pouvoir utiliser ça, tu peux utiliser effectivement la table si tu préfères. Ensuite, dans les options avancées, là c'est intéressant. Tu peux choisir le nombre de patchs que tu vas utiliser pour faire cette analyse justement des rendus des couleurs. Et je t'avouerai que on pourrait dire effectivement, faire 118, 211, ça va plus vite. Non. Si tu fais déjà tout ce procédé pour t'assurer que les couleurs soient le plus juste possible, je ne crois pas que tu sois à 1 minute près. Et à ce moment-là, je dis 1 minute ou 2 minutes près, à ce moment-là, je te conseille de choisir toujours le maximum, c'est-à-dire 461 patchs. Tu pourrais aussi le faire à partir d'une image si tu avais envie, mais là, on va faire 461, c'est ce que j'utilise à chaque fois. Et en fait, maintenant, on est arrivé au bout. Donc, on va faire suivant. Je te conseille de sauvegarder ton réglage. Donc là, par exemple, je vais l'appeler MacBook Pro, sans de luminosité. Non, je vais même faire natif. Voilà, on va faire natif. Et je vais quand même le préciser à 100 et D65. Voilà. Je n'ai pas besoin de mettre les pré-réglages, enfin de mettre des descriptions. Et je vais faire sauvegarder. Et maintenant, eh bien, il me suffit de faire démarrer la mesure. Tu remarqueras que comme on a choisi natif, eh bien la luminosité, je ne vais pas la changer. Si tu n'as pas choisi natif, à ce moment-là, cette case-là va être cochée. Et en fonction des écrans que tu utilises, tu pourrais également gérer le contraste peut-être. Donc, il va te demander si tu veux gérer le contraste ou pas. Et ça sera à toi de cocher ou décocher cette case-là. Là, on va faire continuer. Et là, on va se retrouver sur la même page qu'avant, hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, je repositionne ma sonde au centre ici. Assure-toi de bien incliner l'écran pour qu'elle soit bien à plat contre l'écran. Et maintenant, on va faire suivant. Et démarrer la mesure. Et là, eh bien, il va nous faire les 461 patchs. Ça va prendre un petit peu de temps, mais t'en fais pas. Ce que je vais faire, eh bien, je vais spiler tout ça et on se retrouve juste après la fin de cette analyse-là. Alors voilà, on a presque terminé. Hein, 5 patchs, 4 patchs, 3, 2, 1. Ça y est, il a fini de faire l'analyse de tout ça. Il est en train de nous mettre tout ça ensemble. Alors, il nous dit de retirer. Je vais simplement mettre la sonde sur le côté. Je ne vais pas la plier parce qu'on va en avoir besoin encore. Donc là, je fais suivant. Voici les différentes couleurs qu'il a pu analyser, les différences. On va faire suivant. Là, il va nous demander de rentrer un nom. Alors, je vais repositionner l'écran pour pouvoir le voir correctement. Je vais retirer les espaces. Et là, j'aime bien me préciser en fin de compte quel outil j'utilise. Donc, en l'occurrence, ici, c'est le display plus HL. Plus
HL, voilà. Ça m'aide à savoir quel outil j'utilise pour tel ou tel profil. Alors, le rappel de caractérisation, c'est vrai que je recommande au moins de le faire toutes les 4 semaines. Donc, je vais te le mettre ici à 4 semaines. Ça dépend vraiment de l'utilisation que tu as, que tu fais de tes écrans. Si tu es constamment dessus, etc., à ce moment-là, effectivement, peut-être une fois tous les 2 semaines. Ça dépend aussi à quel point ton écran fluctue. Si tu t'aperçois que à chaque fois que tu fais la caractérisation, donc l'étalonnage, tu t'aperçois que bon, il n'y a pas vraiment de changement. À ce moment-là, fais-le moins souvent. C'est à toi de voir. Donc là, je vais sauvegarder. Ça va nous enregistrer donc le profil. Alors, quand on est ici, c'est un peu le même principe que l'on avait avant, hein, dans les autres versions du logiciel. Même si l'ergonomie du logiciel a beaucoup changé, l'interface, mais le principe reste le même. On pourrait effectivement regarder, faire avant, après, pour se rendre compte des différences. Ce qui est le plus important ici, le plus intéressant, c'est de faire l'évaluation. Donc, on va cliquer ici. On va choisir, tu vois, on voit bien le profil, le nom du profil que l'on vient de créer. Le type de jeu de patch, on va le laisser au MIR aux normes de l'industrie. On pourrait choisir différents types de patch, mais là, je te conseille de choisir le 24. Et on va faire suivant. Là, on va repositionner ça ici. Et tu vas voir que ça va être très vite, puisqu'on n'a que 24 patchs de couleur. Démarrer. Alors, ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il est très important, quand tu fais l'étalonnage de ton écran, de l'avoir laissé allumé au moins une demi-heure. Et pas avec simplement le screensaver, hein, si tu as ça. Non, non, de travailler sur ton écran que les pixels ont été allumés un peu partout sur ton écran pour qu'il est bien chauffé. Voilà. Pour t'assurer qu'en fait, il soit dans un état stable. Un écran n'est pas dans un état stable au départ quand tu l'allumes, hein. Donc, il faut que ça chauffe et puis à un moment donné, tout ça va se stabiliser. Pardon. Donc, c'est très important de le stabiliser avant de lancer toute cette procédure. Voilà. Et donc là, maintenant, ils disent merci de retirer l'appareil. Eh bien, on va enfin pouvoir le retirer, le replier. Comme ça, ça va protéger la lentille. Et puis, on va faire suivant. Et alors là, on a notre panneau de rapport. Et c'est là que tu t'aperçois qu'on a de très bonnes valeurs. Parce que quand on regarde sur tous les patchs, la moyenne, alors on avait une tolérance de 7, et tu t'aperçois déjà, tu vois qu'on est en vert, hein, ici, donc ça veut dire qu'on est passé, mais on avait une tolérance de 7. Et là, tu t'aperçois que en fait, notre delta E, c'est-à-dire la différence, en fin de compte, entre la couleur qui était... que l'ordinateur a envoyée et la couleur analysée par la sonde, eh bien la différence elle est de 0,7, ce qui est excellent. Une moyenne donc totale à 2,9, c'est très très bien. Et quand on regarde au niveau des valeurs maximum sur les patchs, on a 3,9, ça c'est très très bien aussi. Donc ça c'est un très très bon résultat que l'on a là. On pourrait sauvegarder le rapport, je ne vais pas sauvegarder, je vais faire une copie d'écran, comme ça je vais pouvoir le mettre dans l'article blog. Voilà, hop, comme ceci. Et puis on va faire terminer. Alors, je vais en profiter. Gestion des profils. Je t'ai dit qu'on pouvait aller là. Et là, tu vas voir qu'il va nous trouver tous les profils que l'on a sur l'ordinateur. Et on va pouvoir effectivement, là il se trouve que le plus est actif, mais on pourrait activer l'ancien que l'on avait tout à l'heure. On pourrait faire activer, on pourrait même voir faire supprimer. Donc c'est une manière de gérer en fin de compte tes profils ici, plutôt que d'aller dans l'utilitaire de ColorSync qui peut être un peu embêtant. Une autre chose que je voulais te montrer, c'est si on fait retour et que l'on souhaitait donc faire un étalonnage suivant. Tu te rappelles, ici on avait pré-réglage sauvegardé. Tu te rappelles, tout à l'heure on l'a sauvegardé, donc normalement il est là. Tu vois le MPB natif L100D65 que j'avais créé. Ce qui fait que je pourrais le sélectionner et en fait toutes les valeurs en haut, tu as vu, elles se sont adaptées en fonction de ça. Donc maintenant, je peux fermer le profiler, oui je le ferme, et on est sur photographie ici, on peut travailler, on a nos couleurs, notre luminosité qui est juste. Maintenant dans périphérique, tu vois que au niveau de l'écran, tu t'aperçois que c'est bien le bon profil, hein, le Apple Display Plus HL que l'on vient de créer. Et si on va dans l'espace profil ici et qu'on regarde, donc si on fait système, qu'on prend le P3, on va maintenant
le conserver, voilà, pour faire la comparaison. Et on va dans Utilisateur ici, on va sélectionner donc non plus le CC Display Pro, mais le Display Plus HL. Et regarde, tu t'aperçois que c'est nettement plus gros que ce que l'on pouvait obtenir jusqu'à présent. Et ça, c'est extraordinaire. Et si tu te demandes, mais pourquoi, en fin de compte, il y a encore une partie grise, là, on n'a pas exactement tout le P3, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les ordinateurs, les écrans produits par Apple sont référencés par rapport à l'espace colorimétrique P3, mais on ne sait pas exactement à quel pourcentage du P3. Par exemple, moi je sais que le BenQ et l'ISO sont à 99% Adobe RVB, mais l'écran Apple, eh bien, il va être dans les 90. Donc la différence que l'on a là, eh bien, c'est la différence de l'écran par rapport à l'espace colorimétrique P3 dans l'absolu. Donc voilà comment tu peux t'assurer de calibrer ton écran pour avoir les meilleures couleurs les plus justes possibles avec une bonne luminosité et un bon contraste. J'espère que c'était clair tout ça. C'est une vidéo un petit peu longue, mais j'ai essayé de prendre mon temps. Encore une fois, je le reprécise, là, on était vraiment dans un cas, c'est énorme, hein, c'est énorme le fait que l'on ait enfin ces outils à notre disposition pour pouvoir calibrer ces écrans-là. Mais je reconnais que si tu n'es pas un utilisateur d'écran Apple, que tu n'as pas d'ordinateur portable, que tu n'as pas d'écran XDR, eh bien tout cet aspect-là, eh bien ça ne t'intéresse pas. Cela dit, sache que eh bien, ces sondes-là sont utilisables bien entendu sur les ordinateurs PC, sont utilisables sur les BenQ, sur les ISO, sans aucun souci. Et si tu as d'autres écrans, d'autres besoins pour la vidéo, tu as besoin d'être dans un espace colorimétrique spécifique pour la vidéo. Si tu fais du HDR, par exemple, eh bien, il va te falloir une sonde. Eh bien, sache que cette sonde, la Display Plus HL, va te permettre justement d'avoir ton écran étalonné pour faire du HDR. Si tu as la moindre question, n'hésite pas de la poser. N'hésite pas à me dire dans un commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Et bien sûr, ça aide à chaque fois, un pouce. Ça fait toujours plaisir, c'est certes, mais ça aide beaucoup à faire pousser cette vidéo par l'algorithme de YouTube. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le et assure-toi que quand tu vas l'éditer, eh bien, tu le fais sur un écran qui a été étalonné. Cheers!